This morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Et ce soir, c'est au Mexique que je vous emmène avec Emmanuelle Stills, notre correspondante à Mexico, qui en remontant l'affaire Florence Cassé va nous expliquer combien toutes les problématiques de corruption, de menaces qui définissaient le Mexique à l'époque sont toujours là. Le Mexique, ce pays où l'on tue les journalistes, où l'on fait chanter les politiciens. Le bruit du monde ce soir est au Népal. Vous y apprendrez qu'une loi sur la citoyenneté subsiste qui empêche la transmission de la nationalité par la mère, si bien que nombre de Népalais se retrouvent dans un drôle de statut d'apatride. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logénie a trouvé des manifestations donc par -30 à Ulaanbaatar, une clôture à la frontière entre le Mexique et les États-Unis faite de conteneurs de marchandises, et puis le premier chanteur de BTS à partir à l'armée en Corée du Sud. 18h50, c'est Julia Foyce qui mélange les genres avec notamment un petit objet de géolocalisation d'Apple censé protéger les enfants et qui en fait permet aux maris violents de pister leurs ex-femmes. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et la France qui essaie de redorer son blason en Ukraine, mais c'est pas gagné. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Emmanuelle Stills. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Emmanuelle, vous êtes la correspondante de plusieurs médias, dont nous, au Mexique. Vous êtes installée depuis presque 15 ans. Vous êtes aussi l'une des grandes spécialistes de l'affaire Florence Cassé, que vous avez décortiquée déjà dans 2 livres. Le dernier s'appelle « Ceci n'est pas un kidnapping, la machination judiciaire qui a ébranlé le Mexique ». C'est publié chez Fauve Éditions. Et on est ravis de profiter de votre passage en France. On va pas revenir, Emmanuelle, point par point sur l'affaire Florence Cassé, qui a aussi au passage beaucoup ébranlé les relations entre le Mexique et la France. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il en reste chez vous, dans ce pays, le Mexique, qui, semble-t-il, se débat constamment et toujours dans des affaires de corruption où les journalistes qui s'en mêlent sont tous potentiellement en danger. Je voudrais quand même que vous nous remettiez un peu de contexte pour qu'on comprenne où on va et d'où on vient surtout, et pour comprendre ce qui va suivre. L'arrestation de Florence Cassé, de son ex-compagnon, c'est en 2005, dans un Mexique qui, à l'époque, et ce sont vos propres mots, est un véritable champ de bataille. C'est quoi ce champ de bataille ? Oui, alors c'est vrai que quand on dit 2005, ça semble loin, mais c'est une affaire qui reste très très actuelle au Mexique et qu'on d'ailleurs on a baptisé maintenant l'affaire Cassé-Vallarta, parce qu'au-delà du cas de la française et de l'investissement d'un certain président, Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est réellement et surtout une affaire mexicaine qui traite de la déliquescence du système judiciaire dans ce pays. Et Vallarta, c'est Israël Vallarta, l'homme qui est son ex-compagnon avec laquelle elle a été arrêtée à l'époque. Exactement, Israël Vallarta, mais aussi toute sa famille, parce que au-delà de lui, les autorités, pour maquiller en fait la mise en scène initiale de cette fausse opération policière de leur arrestation, ont par la suite arrêté plusieurs membres de la famille d'Israël Vallarta au fil des années pour renforcer cette bande de kidnappeurs fictive, pour renforcer la perception au sein de la population qu'il y avait réellement une organisation criminelle qui se cachait derrière cette machination judiciaire. Et donc tous ces 6 membres de cette famille ont été arrêtés, torturés et accusés injustement d'avoir commis des kidnappings. Et ce qu'on essaye de vendre à la population mexicaine à ce moment-là, comment ne croirait-elle pas à cette histoire-là ? Parce que c'est ce que vous décriviez, on est sous Felipe Calderón à l'époque, mais on tue dans tous les sens à cette époque-là. C'est même des centaines de milliers de personnes qui sont mortes pendant toute cette période, avec des accointances entre le gouvernement, les narcos et inversement. C'est ça le contexte mexicain, c'est cette jungle-là à ce moment-là. Exactement. En fait, en 2005, et surtout en 2006, mais à partir de 2005 aussi, c'est vraiment l'époque où le Mexique va plonger, basculer dans la violence et aussi dans une corruption sans bornes. Quel rapport avec cette affaire ? En fait, à l'époque, le chef de la police s'appelle Genaro García Luna. Ce sera quelques mois plus tard, il sera promu au rang de ministre de la Sécurité publique sous Felipe Calderón. Et en fait, cet homme qui a été arrêté il y a 3 ans aux États-Unis et qui doit être jugé, il y avait une audience préliminaire dans le cadre de son procès qui était la semaine dernière aux États-Unis. Il va être jugé par le même juge de New York qui a condamné à plusieurs peines de perpétuité Joaquín El Chapo Guzmán. Genaro García Luna, lui, va être jugé justement pour complicité avec le Chapo Guzmán, pour complicité avec le cartel de Sinaloa. Et cet homme, en fait, lorsqu'il était chef de la police, et c'est intimement lié à l'affaire Cassé, était... en fait, il organisait des fausses opérations policières pour dissimuler... Des écrans de fumée. Exactement, des écrans de fumée, on appelle ça des distracteurs au Mexique.
pour dissimuler l'inaction des forces de sécurité, l'incompétence, la corruption. La semaine où cette mise en scène, cette fausse arrestation est organisée, en première page des médias mexicains, on a la révélation des liens, justement, de Genaro García Luna, de l'Agence fédérale d'investigation, avec le cartel de Sinaloa. Donc, fallait allumer un contre-feu monumental. Exactement, tout à fait. Il n'est pas le seul, ce Genaro García Luna, à être inquiété aujourd'hui, et c'est ça qui est encore plus édifiant. Il y a un autre personnage qui s'appelle Luis Cardina Palomino, qui est le patron de l'équivalent du FBI mexicain, on va dire comme ça, qui lui aussi va bientôt se retrouver devant un tribunal. Donc, aujourd'hui, avec le recul, c'est facile, évidemment, j'imagine, mais quand même, chacun des protagonistes a quelque chose à cacher, est corrompu quelque part, a mis la main dans de l'argent ou de la drogue dans laquelle il n'aurait pas dû mettre la main. Il y a énormément d'intérêts qui sont en jeu. Les médias aussi ont beaucoup collaboré à cette affaire, parce que vous parliez à l'instant du rôle des médias, qui étaient eux-mêmes très intéressés par mettre en scène tout ce qui était la lutte contre le crime organisé, etc. Et donc, à partir de là, disons, il y a une collaboration très très intense qui se crée entre Genaro García Luna et les médias mexicains. Et lui va leur fournir, en fait, pendant des années, des mises en scène d'opérations policières, du spectacle en réalité. Ils vont même faire une série télévisée où ils mettent en scène l'action de la police fédérale contre le crime organisé. Et Emmanuel Steele, à quel moment diriez-vous que les choses tournent, que le pays commence lui aussi à réaliser mieux ce qu'il a en face de lui, dans sa police, dans son gouvernement, etc. Est-ce qu'il y a un tournant ? Je pense que les Mexicains réalisent parfaitement comment se déroulent les choses, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une gigantesque opération de manipulation qui fait que, à un moment donné, toute la frustration, l'impuissance, la déception des Mexicains par rapport à leurs autorités s'est cristallisée sur le personnage de la Française et sur la figure, en fait, du couple diabolique, ce qui a permis aux Mexicains de projeter un peu toute leur frustration et de se dire, voilà, pour une fois que la police est efficace, on libère des otages en direct à la télévision, on arrête un couple, il y a eu l'envie d'y croire, en fait. Au-delà du fait que c'était totalement incroyable et invraisemblable, il y a eu l'envie, le désir vraiment de penser que la police pouvait aussi marquer des points de temps en temps contre le crime. Et donc, je pense que la société s'est laissée aussi berner elle-même, en fait, dans cette histoire. Et puis, petit à petit, mais ça a été très graduel, ça a pris des années, de plus en plus de journalistes ont travaillé sur cette affaire. C'est vrai que, voilà, moi, j'ai sorti un livre en 2015, un romancier mexicain s'est inspiré de mon livre pour écrire à son tour un livre. Il a été mieux, disons, étant donné que lui a une certaine notoriété, il a eu plus d'impact, et puis il y a eu une série Netflix, et alors là, ça a été le rouleau compresseur médiatique qui a fait connaître, en fait, les coulisses de cette histoire à un plus grand public. On passe évidemment des épisodes parce que Dieu sait qu'il y en a eu. Il y a eu une première condamnation pour ce qui est de Florence Cassé à 96 ans, et puis commuée en 60 ans, et puis c'est pas fini. Et puis vient la Cour suprême qui doit s'y reprendre à 2 fois, effectivement, mais qui finit par dire oui, les droits fondamentaux de l'accusé ont été bafoués, tout est corrompu, on appelle même ça l'effet corrupteur, et c'est à partir de là qu'il va y avoir libération. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi pas avant, en fait. La Cour suprême s'est pas réveillée un matin en se disant mince, autour de nous, la corruption existe. Donc là encore, est-ce qu'on se dit que, y compris dans tous les compartiments judiciaires de ce pays, un lieu comme la Cour suprême, une institution comme les Cours suprêmes s'est réveillée en disant on doit changer les choses? Ça fait maintenant une quinzaine d'années que la Cour suprême mexicaine joue réellement un rôle de contre-pouvoir, en fait, par rapport à tous les abus, toutes les violations des droits humains commis par la police et la justice au Mexique. Dans cette affaire-là, c'est assez complexe parce que c'était du ressort, en fait, de Florence Cassé de faire appel à la Cour suprême, de faire un recours à la Cour suprême pour ses sentences. Et c'est vrai que dans un premier temps, il y avait des forces encore conservatrices qui ont freiné sa libération. Parce que quand on lit que la Cour suprême se penche sur le fait qu'effectivement l'arrestation a été montée de toutes pièces, quand on se penche sur le fait qu'on a parlé de torture, et là pour le coup pour Israël Vallarta c'est clair et net, et pour le reste de sa famille aussi, on se dit mais enfin comment se fait-il qu'on n'ait pas pu dire ça à la hauteur de la Cour suprême bien plus tôt que 2012 ou 2013. Oui, effectivement. Et puis ça pourrait être aussi le cas pour le reste de la famille Vallarta. La Cour suprême s'est penchée sur énormément d'affaires de fabrication de coupables, de torture, a fait libérer énormément de Mexicains depuis une quinzaine d'années. Mais il y a des intérêts qui sont en jeu dans cette affaire-ci concrètement,
politique, aussi privée, au niveau de la police. Ça a quand même impliqué, il y a eu une grosse implication du président Calderón dans cette affaire, qui fait que il y a beaucoup de mécanismes qui bloquent en fait une résolution de cette affaire. Encore aujourd'hui, Israël Vallarta mais il n'a pas fait appel à la Cour suprême, n'a pas fait encore. Donc il ne cherche pas à aller chercher les arguments qui ont été celles des avocats de Florence Cassé. Il pourrait, mais étant donné qu'il n'a pas été jugé, il n'est pas en situation d'avoir un recours auprès de la Cour suprême en ce moment. Il doit d'abord avoir une sentence, une condamnation, ou bien une libération, mais dans ce cas-là, une condamnation, pour pouvoir faire appel à la Cour suprême. Et jusqu'à présent, il y a eu toutes sortes de manœuvres pour retarder la possibilité qu'il ait accès à un jugement, en fait. Est-ce que le fait que Calderón quitte le pouvoir a été un verrou qui a sauté Dans aussi? Le cas de Florence Cassé, oui, absolument. Parce qu'il y avait un investissement vraiment de Felipe Calderón pour qu'il n'y ait pas de résolution dans cette affaire, et le fait qu'Enrique Peña Nieto arrive à la présidence et nomme un juge différent à la Cour suprême, ça a permis justement de faire basculer la décision en faveur de la libération de la Française. Mais dans le cas, par exemple, d'Israël Vallarta, et ce qu'il y a en arrière-fond par rapport à ce qu'on est en train de commenter, c'est réellement toute la déliquescence, je répète, du système judiciaire mexicain et de cette impunité en fait qui règne. Parce qu'il faut savoir qu'au Mexique, plus de 95% des crimes restent impunis. Mais quand on dit reste impuni, ce n'est pas seulement qu'il n'arrive pas à un jugement, ou c'est tout simplement que parfois il n'y a pas du tout d'enquête en fait. Ou même en deçà de cela, il n'y a même parfois pas du tout de plainte en fait. Il y a des centaines de milliers de disparus, enfin il y a plus de 100 000 disparus, pas des centaines de milliers, il y a des centaines de milliers de morts donc depuis que le Mexique a déclaré la guerre au crime organisé, ce qui est d'ailleurs une terminologie un petit peu compliquée parce que ça implique aussi des conflits internes entre organisations du crime organisé. Mais le bilan est de plus de 350 000 morts, mais il y a énormément de disparitions et de crimes qui ne sont jamais dénoncés en fait par la population civile qui a peur. Et encore une fois, d'un président à l'autre, qui arrivent tous, et c'était le cas d'Obrador quand il est arrivé, en disant je mettrai fin à la corruption, nous arrêterons ce système, etc. Est-ce que c'est faute de volonté, Emmanuel Stills, ou est-ce que c'est tellement ancré dans la société mexicaine aujourd'hui que changer de système, changer ça est quasiment impossible? La façon dont les organisations criminelles ont imprégné la société mexicaine, et c'est en grande partie dû, bien entendu, à la proximité, au voisinage avec les États-Unis, qui sont les principaux consommateurs de drogue, mais aussi les grands fournisseurs d'armes au Mexique, rend extrêmement difficile la lutte contre le crime organisé dans un sens large, c'est-à-dire que ce soit lutter sur le terrain contre les organisations criminelles ou contre le blanchiment d'argent. Donc les autorités mexicaines sont complètement dépassées par ces organisations qui sont souvent mieux armées que les forces de sécurité ou l'armée mexicaine elle-même. Donc il y a une question de volonté, mais souvent aussi il y a une corruption qui est beaucoup trop installée et qui gangrène toutes les autorités à tous les niveaux de l'État, en fait. Corruption, ça veut dire menace, et quand on dit menace, ça peut aller très loin. On le disait tout à l'heure, vous êtes au Mexique, le pays qui a le plus de journalistes tués. Je ne sais pas si c'est au monde, mais je pense qu'on n'est pas loin. Est-ce que c'est au monde? Ce serait le deuxième au monde, mais selon le Comité pour la protection des journalistes, c'est le pays où l'exercice du journalisme est le plus risqué et le plus dangereux. Et alors, je veux certainement pas ramener les choses à vous de cette manière-là, mais il y a un protagoniste dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Eduardo Margolis, dont on sent bien qu'il est au cœur de cette affaire-là, parce que visiblement, l'affaire Cassé Vallarta commence par une histoire d'une effroyable banalité, de vengeance, de business, enfin quelque chose qui est finalement tellement petit et qui prend des proportions complètement dingues. Donc cet homme semble être au milieu, qui fait encore la pluie et le beau temps, qu'on voit, qu'on entend dans votre livre, et qui vous-même vous menace, vous, toujours aujourd'hui, Emmanuel Stills. Oui, absolument. Donc dans cette affaire, en réalité, il y a les intérêts convergents de la police qui doit créer cet écran de fumée, et de cet homme d'affaires, Eduardo Margolis, qui est extrêmement proche de Genaro Garcia Luna et Luis Cárdenas Palomino, et qui, lui, veut se venger, en fait, de son ex-associé, qui est le frère de Florence Cassé, Sébastien Cassé. Voilà. Donc voilà, pour la faire courte,
il demande cette faveur personnelle à son ami Genaro García Luna de faire arrêter Florence Cassé et son petit ami. Et comme ça va calmer tout le monde. Et en l'occurrence, ça fait beaucoup plus que ça, puisque ça crée une explosion que lui-même probablement n'avait pas anticipé. Il n'empêche, son pouvoir de nuisance, il existe encore, il est encore là. Ça veut dire que tout ce qui a été généré autour de ça, y compris maintenant que certains protagonistes vont être jugés aux États-Unis ou ailleurs, toute cette gangrène-là existe encore au moment où on se parle au Mexique. Oui, absolument. C'est un personnage qui reste extrêmement puissant, qui a encore beaucoup de relais, qui jouit encore d'une grande protection au sein des instances policières, judiciaires, qui a des contrats avec les forces de sécurité, qu'il fournit en matériel de sécurité, en matériel d'espionnage. Donc c'est quelqu'un qui est pratiquement intouchable au Mexique et qui jouit d'une impunité sans borne et qui fait à peu près ce qu'il veut avec son groupe de résolution de kidnapping. Ça vous fait peur, vous, Emmanuel Steele, ou est-ce que quand on est journaliste dans ce pays, on sait qu'on vit avec et que c'est comme ça que ça marche ? Le contexte est surtout très compliqué pour tous mes confrères mexicains. En fait, il y a une agression contre un journaliste au Mexique toutes les 12 heures. Depuis le début de l'année, ça dépendait de comment on établit le bilan, mais en fonction des organisations, il y a entre 12 et 15 journalistes qui ont été assassinés au Mexique depuis le début de cette année, donc ça fait plus d'un par mois. Voilà. En dehors de la capitale où on est relativement protégé, disons, il y a des journalistes qui sont exposés à des menaces constantes. Encore la semaine dernière, j'interviewais une journaliste qui avait reçu 2 balles dans la tête, qui s'en étaient tirées par miracle. Donc voilà, moi, les menaces qui me visent sont vraiment, disons, plus relatives par rapport à la situation à laquelle sont confrontés les journalistes mexicains qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais c'est quelque chose qui est toujours présent. On sait que voilà, il y a des pouvoirs occultes qui ont souvent plus de pouvoir que l'État lui-même et qui agissent à leur guise dans ce pays. Emmanuel Steele, ça s'appelle « Ceci n'est pas un kidnapping », l'affaire Florence Cassé, la machination judiciaire qui a ébranlé le Mexique. Publié chez Fauve Édition, on peut renvoyer effectivement la série Netflix aussi qui est en 5 épisodes et extrêmement parlante et qui nous parle aussi, et comme vous l'avez très bien fait, du contexte mexicain qui était celui de l'époque mais qui reste hélas aussi celui du Mexique d'aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. Et la suite ce soir, ça se passe au Népal avec des enfants qui se retrouvent apatrides parce que leur mère est népalaise mais pas leur père, et que la transmission de la nationalité, c'est le père qui la donne uniquement. Et parfois, il n'a pas de papier, ce qui rend les choses extrêmement compliquées. Ces affaires sont inextricables et c'est Sébastien Farcy qui vous l'expliquera. Et pour aller jusqu'à 19h, la bande habituelle du mardi, sous les radars, Sébastien Lejeune. En Arizona, un gouverneur pro-Trump tente de continuer la muraille promise par Trump avec le Mexique en utilisant des containers de marchandises. Passons genre dans le monde, c'est vous, Julia Foyce. Bonsoir, Julia. C'est moi. Bonsoir. Une école pour enfants transgenres au Pakistan et c'est la 4e. Le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir à vous, Jean-Marc. Bonsoir à tous. Paris accueillait donc en ce mardi 2 conférences d'aide économique à l'Ukraine, mais ça n'efface pas les ambiguïtés politiques d'Emmanuel Macron sur le sujet. Allez, à tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue avec un duo formidable, Fatoumata Diawara et Damon Albarn de Blur. Oui, non, mais je vais aller me coucher tout de suite sur France Inter et dans Un jour dans le monde. À tout de suite. Fasola, jama kulela nansera,
Le bruit du monde ce soir est au Népal, qui a un nouveau parlement dont la tâche la plus ardue sera d'adopter une nouvelle loi sur la citoyenneté. Au Népal, plusieurs millions d'habitants sont terriblement lésés à cause d'une application patriarcale de la loi qui freine la transmission de la citoyenneté par la mer. Les populations des plaines, ethniquement proches des Indiens, souffrent particulièrement de cette discrimination. Les autorités refusent de leur attribuer la nationalité népalaise et pour ces millions de jeunes gens, la vie est un enfer. Le reste, c'est Sébastien Farsi qui raconte. Suraj Chowdhury est apatride dans son propre pays. Cet homme est né il y a 22 ans dans la province du Madhya, au sud du Népal. Sa mère est népalaise, mais l'administration refuse de lui accorder la citoyenneté car son père est indien. Suraj n'a ainsi pas de papier et donc aucun droit. Je ne peux pas hériter du commerce ou des terres de mes parents. Je ne peux pas avoir de carte SIM ou de compte en banque à mon nom. Et je ne peux pas occuper un travail légalement. La seule chose que je peux faire, c'est être ouvrier illégal pour 40 € par mois. Je ne peux donc pas avoir une vie indépendante. C'est déprimant. Parfois, j'ai envie de me suicider. Comme Suraj, entre 5 et 7 millions d'habitants n'auraient pas de certificat de citoyenneté au Népal, soit près d'un adulte sur 4. La première raison est la conception patriarcale de la loi népalaise qui favorise la transmission de la nationalité par le père. À cela s'ajoute la discrimination de l'administration envers ces résidents des plaines du Madhya qui sont soupçonnés d'être des Indiens car ils leur ressemblent. Arjun Kumar Shah, un apatride de 32 ans qui vit dans cette province, en a souffert. Quand je suis allé réclamer ma citoyenneté, le fonctionnaire m'a renvoyé en disant « Vous, les Indiens, vous essayez d'envahir notre pays pour nous remplacer ». Et le même jour, une autre personne avec le même dossier, mais qui vient de l'ethnie des montagnes, a obtenu la nationalité. Le gouvernement dément ces discriminations, mais officieusement, un haut fonctionnaire nous admet qu'elles sont courantes. Une loi adoptée en juillet dernier par le Parlement devait clarifier la situation et donc régler une partie de ces problèmes, mais la présidente du Népal vient de refuser de la signer. Bhim Raval, député du parti maoïste-léniniste, explique pourquoi cette réforme est épineuse pour ce pays frontalier de l'Inde et de la Chine. Si une Népalaise épouse un étranger, elle prend généralement la nationalité de son mari et ses enfants l'auront aussi. Mais nous ne voulons pas qu'ils soient en plus népalais. Le Népal est entouré des 2 pays les plus peuplés du monde. Nous devons faire attention à cet équilibre démographique. Cette peur est surtout dirigée envers les populations des plaines du sud du pays. Cette frontière entre l'Inde et le Népal est en effet ouverte sans besoin de visa et la culture et la langue des 2 pays se ressemblent. Il y a donc beaucoup de mélanges et de mariages entre Indiens et Népalais et ceci semble effrayer les ethnies dirigeantes des montagnes, comme l'explique Sohan Shah, chercheur au centre Martin Chowdhury de Katmandou. Le Népal a un nationalisme étroit et très masculin, voire macho, qui perçoit la femme comme un risque sécuritaire. Selon ses partisans, ces femmes étrangères vont entrer dans notre pays, épouser nos hommes et faire de nous une minorité. C'est un peu comme les théories du remplacement que nous entendons en Europe, mais dirigées contre l'Inde, un pays qui fait peur car il compte plus d'1 milliard d'habitants. Ces thèses alarmistes sont erronées, mais largement répandues. Cette crainte d'une invasion d'Indiens semble d'autant plus exagérée qu'en termes de produit intérieur brut par habitant, les Indiens sont quasiment 2 fois plus riches que les Népalais. La campagne électorale pour les législatives du 20 novembre dernier a en partie porté sur ce thème de l'accès à la citoyenneté, mais après des années de galères et de luttes, Arjun Kumar Shah perd espoir. Les partis politiques utilisent ce thème pour attirer des voix. Dans les montagnes, ils s'en servent pour effrayer la population. Et ici, à l'inverse, ils nous promettent de nous offrir la citoyenneté. Mais rien ne change. Dans le fond, on dirait qu'ils ne veulent pas régler le problème. Et nous perdons confiance envers ces politiciens. Il faudra maintenant des mois, voire des années, avant que les nouveaux députés adoptent une loi sur le sujet. Et en attendant, le problème grandit, car chaque enfant d'apatride devient lui aussi apatride. Sébastien Farsi pour le reportage. Merci beaucoup Sébastien, à très vite. L'autre Sébastien s'appelle Logénie. Il est dans la place et c'est l'actualité internationale. Passez sous les radars.
Et ce qu'on attend là, Sébastien, ce sont des milliers de manifestants rassemblés dans les rues d'Oulan-Bator, c'est la capitale de Mongolie, qui bravent un froid terrible pour réclamer justice. Oui, cela fait plus d'une semaine que ça dure. La place Gengis Khan, en plein centre d'Oulan-Bator, occupée jour et nuit par des manifestants. Jeunes Mongols des villes, mais aussi cavaliers venus des steppes qui se serrent les coudes, dormant les uns contre les autres, emmitouflés dans de longues tuniques, en peau de mouton ou dans des vestes en peau de loup, pour affronter les températures qui peuvent atteindre les moins 30 degrés. Alors pourquoi cette protestation dans cette ancienne république soviétique, très instable depuis son indépendance en 1992 ? Eh bien parce que les habitants sont écœurés depuis la révélation il y a une semaine d'un scandale national dans le secteur du charbon, secteur clé de l'économie. Près de 13 milliards de dollars de charbon détournés au profit de personnalités politiques, de députés et de chefs d'entreprise, alors qu'une personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté dans le pays. On entend là des manifestants sur la place d'Oulan-Bator. Le secteur minier en Mongolie est un véritable gâchis. Il n'y a aucune responsabilité, dit-il, aucune règle. Les membres du Parlement doivent maintenant prendre leurs responsabilités. Après une semaine de protestation, c'est tout le pays qui soutient le mouvement. Les habitants fournissent de quoi manger. Les influenceurs, des célébrités apportent leur soutien. Sous la pression, la justice a arrêté 7 personnes, dont un ancien PDG, mais c'est déjà trop tard. Ça ne suffit plus. La rue demande maintenant la dissolution du gouvernement. À la direction de l'Arizona aux États-Unis, avec l'apparition d'une nouvelle clôture improvisée avec le Mexique. Ouais, les images sont stupéfiantes, Fabienne. Une enfilade de conteneurs de marchandises empilés sur 2 étages, entreposés sur plusieurs kilomètres, avec entre chaque conteneur des barbelés surmontés de rasoirs, une barrière de métal rouillé au beau milieu du désert. Ce mur de conteneurs, filmé depuis des semaines par les télés locales américaines, est en fait l'œuvre du gouverneur républicain de l'Arizona, un certain Doug Ducey, dont le mandat arrive à échéance en janvier et qui se dépêche de combler les brèches dans cette frontière avec le Mexique promise par Donald Trump pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est une gouverneure démocrate, en effet, qui doit prendre sa place dans un mois. Alors, elle a promis de démanteler cette clôture. Le gouverneur actuel, Doug Ducey, tente, en attendant, de consolider juridiquement sa création. Il estime que ces terres sur lesquelles sont posés ces conteneurs appartiennent à l'État de l'Arizona et pas à l'État fédéral. Faux, répondent ses détracteurs. C'est un parc national abritant des espèces protégées, des communautés indigènes. C'est un peu comme si vous construisiez une clôture en plein parc du Grand Canyon, une aberration que la justice américaine doit trancher dans les prochains mois. Allez, on finit en Corée du Sud avec le dernier épisode du feuilleton des BTS qui font leur service militaire. Oui, les BTS, ce groupe de K-pop mondialement reconnu, 30 milliards d'écoutes sur Spotify, régulièrement à la une en Corée, depuis qu'on sait qu'ils vont devoir faire leur service militaire, une obligation dans ce pays frontalier de la Corée du Nord. Certains athlètes, certains musiciens classiques en sont exemptés, mais pas les stars de la pop. Donc, nouvel épisode avec le premier des membres du boys band à rejoindre l'armée. C'était ce matin. Jin, 30 ans, le plus âgé du groupe, s'est rendu au camp d'entraînement de Yeocheon, à 40 km au nord de Séoul, sous les caméras du monde entier. Nouvelle coupe de cheveux qui a fait le tour des réseaux. Beaucoup plus courte, évidemment. 5 semaines de classe avant d'intégrer une unité en première ligne, c'est-à-dire près de la frontière avec la Corée du Nord. Ça durera 18 mois, la fin d'une ère pour les fans de BTS. Ce fan regrette, dit-il, que le groupe doit faire une pause de plusieurs années car ces artistes représentent notre pays. Mais d'un autre côté, c'est un devoir obligatoire en tant que citoyen et j'en suis fier. Et donc, une fois accompli ce service, j'espère qu'ils pourront se retrouver. Le groupe des 7 chanteurs, en effet, a dû rompre pour faire face à ces obligations militaires. Le temps qu'ils servent tous sous les drapeaux où nous serons en 2025. Les BTS se reformeront-ils, survivront-ils à cette pause ? Réponse dans 3 ans. Eh bien, écoutez, Elvis vient d'appeler, il dit que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Sébastien. À demain, vous partez bien accompagné avec les fantastiques Negrito, Chocolate Samouraï sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Have you lost your mind yet to get free tonight? Tell all of your friends to come over and get free tonight. Keep your hands in time, get free tonight. Yeah. Now the whole world is watching, get free tonight. It's your mind, body, and soul tonight.
I teach this my soldiers. Let's get free tonight. Ooh. When it bombs up, are you ready? Let's get free tonight. Shake your body till you, shake your body till you lose your mind. Let your mind, body, and soul feel it tonight. Oh, let your mind, body, and soul feel it tonight. So got to get ready. Power. Got to get ready. When I was a kid, my father would sing, "Shake 'em up." Now I ain't friends, spun made of rhythm, bones made of ribbons, slide into the river, trying to make a living, but all that you ain't giving, out of control like Vincent Van Gogh, penniless and broke, over California. Slow, 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 slow. Got to get ready. Lose, go. Power. Power. Y'all better be ready. Power. Fantastique Negrito sur France Inter. Mesdames, messieurs et autres genres. Fantastique Julia Foyce, c'est maintenant. France Inter. Un jour dans le monde. Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète aux couleurs LGBT. Vous voulez, si vous voulez une bonne nouvelle, si on veut une bonne idée de cadeau de Noël, voilà, c'est maintenant. Bonne idée de Voilà. cadeau, hein, évidemment. Je ne sais plus Vous lire. savez ce que c'est? Oui, puis on n'est pas mercredi non plus. Enfin bon, bref, Fabienne, ça va pas du tout. Vous savez ce que c'est qu'un AirTag? Bon, moi, je savais pas. Alors, j'ai regardé Moi non et j'ai plus. trouvé ça sur le site d'Apple. L'AirTag est un accessoire tout trouvé pour tout retrouver. On a le sens de la formule ou on ne l'a pas. Grâce au AirTag, vous pouvez détecter tous vos appareils Apple et ne pas perdre vos proches de vue. Oui, ne pas perdre vos proches de vue. Alors, je pense qu'au moment où ils ont pendu l'idée, les petits génies de l'informatique, là, ont plus pensé aux parents d'adolescents fugueurs qu'aux conjoints ou aux ex violents et harceleurs. N'empêche, l'utilisation malveillante de ces mouchards a déjà été maintes et maintes fois dénoncée par les consommateurs et pour l'instant, rien ne bouge. Dernière en date, 2 Américaines. L'ex-compagnon de la première avait placé un AirTag dans la roue de sa voiture pile au moment où elle voulait déménager et ne plus jamais entendre parler de lui. La seconde, elle, a été piégée par le sac à dos de son enfant, c'est particulièrement pervers. C'est là que l'ex-mari avait décidé de planquer l'une de ces sales petites bestioles. Sauf que ces 2 femmes ont décidé de faire front commun. Elles attaquent là maintenant, ensemble, Apple en justice devant un tribunal de San Francisco. On reste aux États-Unis, Julia, avec le chiffre de la semaine. 42, c'est le nombre de cliniques privées qui pratiquaient des avortements et qui ont dû fermer cette année. C'est 2 fois plus qu'en 2021. Implantées principalement dans le sud du pays et dans le Midwest, elles assuraient depuis toujours 55% des IVG. Ouais, mais en une année, 12 États américains, pas moins, l'ont rendu pratiquement impossible, voire carrément interdite. Avec ces fermetures de cliniques, il faut donc parfois faire plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir interrompre une grossesse non désirée. En revanche, c'est une école qui ouvre au Pakistan. École gratuite financée par l'État qui va payer livres, fournitures et uniformes, et ce jusqu'à la fin du secondaire, pour des élèves exclusivement transgenres, dont les cours vont être assurés par des professeurs transgenres eux-mêmes. Celle dont je vous parle se trouve à Lahore, capitale du Pendjab, mais c'est la 4e à ouvrir sur ce modèle-là en quelques mois dans le pays. Un pays où la communauté trans est très active et où la tradition est par ailleurs séculaire. Depuis toujours, les personnes trans sont considérées comme des êtres semi-divins appartenant à un 3e sexe à même, par exemple, de protéger la destinée des nouveau-nés ou de bénir une union. Et en fait, elles fascinent
autant qu'on les craint, voire qu'on les rejette. Le fait est que nombre d'entre elles finissent à la rue, renvoyées par leur famille privée d'éducation. C'est donc au nom d'une éducation pour tous que le gouvernement pakistanais s'est engagé à ouvrir des écoles qui leur seraient dédiées, où elles seraient protégées, pourraient apprendre un métier en toute tranquillité. Mais les religieux ne sont pas en reste. Une école coranique dédiée aux élèves transgenres a ouvert à Islamabad. Si. Allez, et puis vous nous donnez, Julia, des nouvelles de l'Iran pour terminer. L'Iran où rien ni personne ne semble pouvoir stopper le vent de la révolte. La répression est toujours plus rude. Le pouvoir reste inflexible, mais rien n'y fait. Au contraire, la colère continue de grimper. En fin de semaine dernière, par exemple, la foule se rassemblait encore au cœur de Téhéran à la mémoire de Mohsen Sekhari, arrêté pour avoir participé au blocage d'une rue. Ce jeune homme de 23 ans est le premier détenu à avoir été exécuté. Il y en aura d'autres. 55 condamnations à mort auraient été prononcées en 2 mois. En tout, un millier de personnes auraient été arrêtées. Je dis aurait parce qu'on n'en sait rien, parce que le contact avec ceux qui se retrouvent derrière les barreaux est immédiatement coupé. Ainsi, depuis 8 semaines, plus personne n'a jamais entendu la voix d'Aïda Rasti, bien connue pourtant des manifestants. Cette voix-là, au tout début du mouvement, cette jeune femme de 28 ans chantait pour soutenir ceux qui défilaient et elle postait sur les réseaux sociaux des vidéos comme celle-ci. Ça nous brise un peu le cœur de devoir la couper. Merci beaucoup. Je suis assez d'accord, mais une pensée pour elle. Voilà. Je sais une pas ce que grosse ça pensée. change, mais quand même. Merci, Julia. On se retrouve évidemment mardi prochain. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Paris accueillait donc aujourd'hui 2 conférences d'aide à l'Ukraine, des réunions consacrées d'abord à l'aide économique. Le résultat est significatif, mais pour vous, ça ne suffira pas à lever ce que les Ukrainiens perçoivent comme ambigu dans la position politique française sur le conflit, et c'est votre monde d'après. 46 pays représentés, plus 24 institutions internationales dont l'Union européenne et le FMI, et 700 entreprises, des géants, Danone, Orange, Engie, aux start-up du numérique, et au bout, un résultat sonnant, trébuchant, 1 milliard d'aides supplémentaires pour l'Ukraine. On peut bien sûr déplorer un petit côté téléthon, charité, passage obligé dans ce genre de conférence. Relever aussi que ce n'est pas la première réunion du genre. Berlin et Varsovie en ont accueilli de similaires. Et s'étonner du lancement d'un processus de reconstruction alors que les destructions continuent, avec donc le risque de financer à fond perdu. Mais ne soyons pas de mauvaise foi, cette initiative est utile. D'ailleurs, elle était demandée par le pouvoir ukrainien. La Russie, sur le reculoir au plan militaire, s'en prend depuis 2 mois, on le voit bien, aux infrastructures civiles pour plonger l'Ukraine dans la faim, l'obscurité, le froid. Les aides annoncées aujourd'hui vise donc à répondre par du concret, du livrable tout de suite, des centaines de générateurs électriques, du gros œuvre de BTP pour reconstruire des ponts, des routes, des canalisations d'eau, de l'aide alimentaire, du matériel de santé, des équipements de transport, le tout en plus avec un mécanisme de coordination européen pour que les différentes aides soient complémentaires. Donc oui, c'est une initiative bienvenue de la part de Paris. L'Ukraine peut espérer ne pas mourir de froid cet hiver. Alors, sauf que Jean-Marc, ça ne modifie donc pas une certaine ambiguïté française sur le fond du sujet, à savoir comment sortir de la guerre. Oui, une intermédiaire ukrainienne entre Paris et Kiev n'y va pas par 4 chemins. Voici ce qu'elle nous dit. À chaque fois que j'essaie de convaincre le pouvoir ukrainien de la bonne volonté française, il y a une nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron qui met tout par terre. Et ça s'est d'ailleurs produit cette fois encore lors de la préparation de cette double conférence avec cette formule du président français début décembre à propos d'éventuelles négociations. Il faudra des garanties de sécurité pour la Russie. C'est le genre de phrase qui sème le trouble à Kiev. L'agressé, c'est quand même l'Ukraine, donc si quelqu'un doit réclamer des garanties de sécurité, c'est d'abord Kiev. Ce n'est pas nouveau, depuis le début, Emmanuel Macron semble rejeter l'idée que la Russie doive être vaincue militairement, et il n'a cessé de le dire en ménageant Poutine bien avant la guerre. On se souvient de l'accueil du président russe au fort de Brégançon en 2019, en tentant une ultime médiation en février, où il s'est fait rouler dans la farine par le maître du Kremlin, en insistant sur la nécessité de ne pas humilier la Russie, en laissant aussi son entourage critiquer le jusqu'au-boutisme de la Pologne ou des États baltes. Bon, vu d'Ukraine, ces propos récurrents sèment le doute sur la sincérité de l'aide française. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une contradiction dans la position de Paris. Alors pas pour Emmanuel Macron. On est en plein dans le « en même temps ». Le président assume soutien économique, militaire, humanitaire à l'Ukraine et en même temps, volonté politique de garder le lien avec la Russie. Pour le président français, ce n'est pas contradictoire. Seulement voilà, c'est contradictoire pour plein de gens, y compris dans les rangs de la diplomatie française. Essayer de jouer les médiateurs, ça se défendait au début, dit un bon connaisseur de la relation franco-russe, mais plus maintenant, on sait que Poutine ment.
Un ancien dirigeant politique de haut rang ajoute « Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il pense la diplomatie personnelle plus forte que la logique des États ». Soit dit en passant, Angela Merkel avait un jour glissé à François Hollande à propos de Poutine « Il n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il sourit ». En fait, il ne comprend que le rapport de force. Mais bon, revenons à nos moutons. L'équilibrisme de Paris sur la guerre en Ukraine est périlleux. La France a désormais peu de chances de s'imposer comme un médiateur. Moins de chances sans doute que la Chine ou la Turquie. Cet équilibrisme risque de nuire à l'image de Paris dans les pays de l'Est de l'Europe. Et surtout, cette singularité, aide économique mais pas de deux politiques, est illisible pour de nombreux Ukrainiens. Le monde d'après de Jean-Marc Four tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci. Bien sûr, à demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de Jérôme Cadet. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, ne changez rien.